Le rire des trois enfants résonna dans la villa silencieuse comme quelque chose d'impossible, comme un son venu d'une autre époque. Gabriel leva les yeux vers l'écran de surveillance posé sur son bureau à domicile et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Ce n'était pas le monstre que Manon lui avait décrit. C'était Chloé, à genoux dans le jardin, tenant les trois enfants dans ses bras comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Son tablier blanc brillait sous la lumière de l'après-midi. Ses mains de femme de ménage, ses mains qu'on disait violentes caressaient doucement les cheveux d'Inès. Gabriel sentit comme si une main invisible serrait son cœur. Il n'avait jamais imaginé devenir ce type d'homme. Gabriel n'avait jamais imaginé devenir ce type d'homme, celui qui installe des caméras cachées dans sa propre villa pour surveiller la femme qui s'occupe de ses enfants, pendant qu'il fait semblant de travailler dans son bureau à domicile. Et pourtant, voilà ce qu'il était devenu, un mardi matin, debout sur une chaise dans le couloir du premier étage, vissant une caméra miniature dans l'angle du plafond avec une précision qu'il réservait d'habitude à ses dossiers d'investissement. Il avait commandé le système 3 jours plus tôt. 6 caméras. Application mobile. Enregistrement continu, 24 heures sur 24. La boîte était arrivée dans un emballage discret, comme si même le livreur savait que c'était quelque chose dont on n'était pas fier. Il fixa la dernière caméra dans le couloir menant aux chambres des enfants, descendit de la chaise, et regarda son téléphone. L'application s'ouvrit. 6 petits carrés. Salon. Cuisine. Couloir du bas. Couloir du haut. Jardin côté est. Jardin côté ouest. Tout était là, filmé en temps réel, net et silencieux. Je surveille ma propre maison comme si c'était une prison, pensa-t-il. Puis il repensa à ce que Manon lui avait dit, et la pensée disparut. Manon lui avait tout raconté une semaine plus tôt, dans ce même bureau à domicile où il passait ses journées à regarder des écrans sans vraiment voir quoi que ce soit. Elle était entrée sans frapper et elle le faisait toujours, s'était assise en face de lui, et avait croisé les jambes avec cette élégance froide qui lui avait d'abord plu, quand il l'avait rencontrée 18 mois après la mort d'Élise. « Gabriel, il faut que tu saches quelque chose à propos de Chloé. » Sa voix était mesurée. Pas d'hystérie, pas de larmes. C'était ce qui l'avait convaincu. Elle a poussé Emma dans l'escalier. J'ai vu. Emma a failli tomber. Il avait senti le sang quitter son visage. Quoi? Et la semaine dernière, elle a crié sur Inès d'une façon. Gabriel, ce n'est pas normal. Cette femme est dangereuse. Elle ne devrait pas être ici. Il avait regardé Manon, ses yeux calmes, sa robe bleu marine impeccable, ses mains parfaitement manucurées posées sur ses genoux et il n'avait pas douté une seconde. Parce qu'il n'était pas là pour voir par lui-même. Il ne l'était jamais. C'était là, au fond, le vrai problème. Gabriel Moreau, 44 ans, PDG d'un groupe immobilier coté en bourse, possesseur de cette villa de 800 mètres carrés dans la périphérie de Paris, était absent de la vie de ses propres enfants depuis presque 2 ans. Depuis qu'Élise était partie. Il ne pensait pas à elle en termes de mort, le mot lui résistait encore, lui glissait entre les doigts comme quelque chose qu'on ne peut pas tenir. Il pensait à elle comme à une absence. Une forme creuse dans le lit. Un parfum qui durait encore dans certains coins de la villa, dans certains tiroirs qu'il n'ouvrait plus. Les enfants, eux, avaient continué à vivre. Léa, 9 ans, l'aînée, avait développé cette façon de le regarder attentive, inquiète, comme si elle mesurait en permanence jusqu'où il pouvait aller avant de se briser. Emma, 7 ans, parlait encore trop vite et riait trop fort, comme pour remplir le silence que leur mère avait laissé. Et Inès, 6 ans, la plus petite, s'était accrochée à Chloé dès le premier jour avec une intensité qui avait d'abord embarrassé Gabriel, puis qu'il avait simplement cessé de regarder. C'était ça, le vrai problème. Il avait cessé de regarder. Chloé était arrivée dans la villa 8 mois plus tôt, recommandée par une agence spécialisée. 26 ans, sérieuse, référence irréprochable. Elle portait chaque jour le même uniforme, robe noire longue et ajustée à la taille, col fermé, manches longues, tablier blanc noué dans le dos, couvrant presque tout le devant de la robe. Ses cheveux noirs étaient toujours relevés en chignon bas. Elle arrivait à 7 heures du matin, préparait le petit déjeuner, emmenait les enfants dans le jardin, les aidait à faire leurs devoirs, les couchait le soir. Elle était silencieuse, efficace, invisible. Gabriel lui avait à peine parlé. Manon, elle, n'avait jamais aimé Chloé. Pas depuis le premier jour. Elle me regarde d'une drôle de façon, avait-elle dit une fois. Elle prend trop de place avec les enfants.
Gabriel n'avait pas su quoi répondre. À l'époque, il avait trouvé ça excessif. Maintenant, après les accusations de la semaine passée, il ne savait plus ce qu'il pensait. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas se fier à lui-même. Il n'était pas là. Il ne voyait pas. Alors il allait regarder. Il passa l'heure suivante à vérifier que toutes les caméras fonctionnaient. Il ajusta l'angle de celle du salon pour que le canapé soit entièrement visible. Il s'assura que celle du jardin cotait et couvrait l'espace où Chloé emmenait souvent les enfants jouer. Il testa la qualité audio. Il vérifia l'espace de stockage cloud. Puis il s'assit dans son fauteuil en cuir noir, ouvrit le dossier de sa réunion du lendemain, et essaya de travailler. Il n'y arriva pas. Son regard revenait sans cesse au si petit carré sur son téléphone. La cuisine était vide. Le salon était vide. Le couloir était vide. Dans le jardin côté haie, il voyait 3 silhouettes: Léa, Emma, Inès qui couraient autour du grand chêne. Et une 4e silhouette, plus grande, en noir et blanc, qui les regardait courir avec quelque chose dans la posture que Gabriel n'arriva pas à nommer tout de suite. Il agrandit l'image. Chloé était assise sur le banc en pierre près du chêne, les coudes sur les genoux, le menton dans les mains. Elle regardait les enfants. Elle souriait. Pas le sourire de service qu'on réserve aux patrons. Un autre sourire. Quelque chose de privé, de non performatif, que personne n'aurait normalement vu. Gabriel posa son téléphone face contre bureau. Il se dit qu'il avait du travail. Manon arriva comme d'habitude à 18h. Gabriel entendit le léger bruit de la clé dans la serrure, le bruit de ses talons résonnant sur le sol en céramique de l'entrée, et ferma l'application de la caméra avant de descendre. Elle portait une robe parfaitement coupée et un sac en cuir marron à l'épaule. Elle était élégante. Elle était toujours élégante. Elle faisait partie de ces femmes qui, dès qu'elles entraient dans une pièce, la remplissaient de leur présence, sans effort. « Que as-tu fait aujourd'hui » demanda-t-il en déposant un petit baiser sur sa joue. « Bien » répondit-elle. « As-tu vu les enfants » Léa m'a salué dans le couloir. Les autres étaient dans leur chambre. Chloé les a couchés plus tôt que d'habitude. Manon s'installa sur le canapé du salon, croisa les jambes et sortit son téléphone. « Tu as réfléchi à ce dont nous avons parlé » À propos de Chloé ? Je suis encore en train d'évaluer la situation. Gabriel. Cette femme. J'évalue la situation, répéta-t-il d'un ton plus ferme cette fois-ci. Manon le regarda un instant en silence. Son regard était calme. Elle observait, mais Gabriel ne voulait pas y prêter attention. D'accord, dit-elle finalement. Je te fais confiance. Elle retourna à son téléphone. Gabriel monta dans son bureau à l'étage, s'installa dans son fauteuil en cuir et rouvrit l'application qu'il venait de fermer. 6 images de caméras différentes apparurent à l'écran. La grande villa était plongée dans le silence, comme d'habitude. Depuis qu'Élise n'était plus là, la maison était remplie d'un vide qu'il ne pouvait nommer. Il ferma les yeux. Je n'aurais jamais dû installer ces caméras, se dit-il. Un instant plus tard, une autre pensée lui vint à l'esprit, peut-être aurais-je dû faire exactement le contraire. Le lendemain matin, Gabriel se réveilla à 5h40. Il ne dormait plus vraiment depuis 2 ans et il somnolait, il flottait, il traversait les nuits comme on traverse une pièce dans le noir, en tâtonnant. Il s'habilla dans l'obscurité, pantalon noir, chemise blanche, blazer sombre. Les gestes automatiques d'un homme qui s'habille pour un rôle qu'il ne questionne plus. Il descendit dans son bureau à domicile avant que quiconque soit levé dans la villa. Il posa son téléphone sur le bureau, ouvrit l'application des caméras, et attendit. À 6h50, il entendit une porte s'ouvrir à l'étage. Sur l'écran au couloir du haut, il vit Chloé apparaître. Robe noire, tablier blanc noué dans le dos, cheveux relevés. Elle portait un plateau avec 3 verres de jus d'orange. Elle frappa doucement à la première porte. Attendit. Frappa encore. La porte s'ouvrit. Inès apparut, les cheveux en bataille, un lapin en peluche serré contre sa poitrine. Gabriel agrandit l'image. Il n'y avait pas de son parfait à cette distance, mais il vit Chloé s'accroupir pour être à la hauteur de la petite. Elle dit quelque chose. Inès rit, ce rire silencieux et total des enfants de 6 ans, et prit le verre des 2 mains avec une gravité cérémonielle. Gabriel sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Quelque chose d'inconfortable, comme une question qu'on ne veut pas poser. Il regarda pendant 1 heure.
Il vit Chloé réveiller Emma avec le même soin, frapper, attendre, s'accroupir. Emma, elle, parla beaucoup, les bras dans tous les sens, et Chloé écouta sans l'interrompre une seule fois, hochant la tête avec une attention que Gabriel reconnut comme réelle parce qu'elle n'était pas performée. Personne ne la regardait. Enfin, personne qu'elle savait là. Il vit Chloé frapper à la porte de Léa. Celle-là s'ouvrit après un long silence. Léa était déjà habillée jean, pull bleu, cheveux coiffés. 9 ans et déjà cette façon de se préparer seule, de ne rien demander à personne. Elle prit le verre en regardant Chloé d'une façon particulière. Pas l'affection ouverte d'Inès. Quelque chose de plus mesuré, de plus adulte. Une confiance accordée avec soin. Gabriel posa son téléphone. Ce n'est pas le monstre que Manon m'a décrit. La pensée arriva clairement, sans hésitation. Il la laissa exister un moment, puis la repoussa. Une image tendre le matin ne prouvait rien. Les gens se comportent différemment selon les moments. Il fallait regarder davantage. C'était pour ça qu'il avait installé ses caméras. Il rouvrit l'application et alla dans les archives. Le système conservait 72 heures d'enregistrement. Il commença à défiler. Ce qu'il trouva dans ses archives 2 jours de vie ordinaire, non performés, non surveillés, l'obligea à rester assis dans son fauteuil bien plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Il vit Chloé dans le jardin avec les 3 enfants, un après-midi de la semaine précédente. Elle avait apporté une bassine d'eau et de la peinture, les enfants fabriquaient quelque chose avec des pierres du jardin. Emma avait de la peinture rouge jusqu'au coude. Inès essayait de peindre son lapin en peluche, ce que Chloé avait doucement empêché en lui offrant une pierre à la place. Léa, elle, était un peu à l'écart, dessinant quelque chose dans un carnet. Chloé s'était approchée d'elle, s'était assise à côté sans rien dire, avait regardé le dessin, et n'avait pas posé de questions. Elles étaient restées ainsi, côte à côte, sans parler, pendant plusieurs minutes. Gabriel ne comprenait pas pourquoi cette image lui faisait mal. Il continua à défiler. Il vit Chloé aider Inès à faire ses lacets, patiemment, 3 fois de suite, en lui montrant le geste lentement. Il vit Emma lui raconter quelque chose à toute vitesse dans la cuisine, une histoire d'école, probablement, des personnages inventés, des rebondissements impossibles, et Chloé qui écoutait avec ses mains occupées à préparer le dîner, répondant au bon moment, posant les bonnes questions. Il vit Léa descendre tard le soir, après que les 2 petites étaient couchées, et trouver Chloé qui pliait du linge dans le salon. Léa s'était assise sur le canapé et n'avait rien dit pendant un long moment. Chloé avait continué à plier le linge sans la presser. Puis Léa avait dit quelque chose, Gabriel ne pouvait pas lire sur les lèvres avec certitude, mais il crut voir les mots « elle me manque », et Chloé avait posé le linge, s'était tournée vers elle, et lui avait parlé longuement, doucement, les yeux dans les yeux. Gabriel dut fermer l'application. Il s'aperçut que ses mains étaient posées à plat sur le bureau, comme pour se stabiliser. Se vit lui-même de l'extérieur, pour la première fois depuis longtemps, un homme qui regardait des écrans pour trouver un monstre et qui découvrait à la place tout ce qu'il avait manqué. Tout ce qui se passait dans sa propre vie là pendant qu'il était dans ce même bureau, à 3 mètres de là, à regarder d'autres écrans. Il rouvrit les archives. Il cherchait autre chose, maintenant. Il cherchait ce que Manon lui avait décrit. Il déroula les enregistrements sur 2 jours. Il chercha les moments où Chloé était seule avec les enfants, les moments de tension, les moments hors du regard. Il ne trouva pas ce que Manon lui avait décrit. Il trouva autre chose. À 17h38, l'avant-veille. Jardin côté haie. Manon était arrivée plus tôt que d'habitude. Chloé était dans la cuisine, visible sur l'écran intérieur. Les 3 enfants jouaient dans le jardin et Emma et Inès près du chêne, Léa un peu plus loin avec son carnet. Manon était sortie dans le jardin par la porte-fenêtre du salon. Gabriel agrandit l'image du jardin côté haie. Manon s'approcha d'Emma. Elle s'accroupit, lui dit quelque chose. Emma répondit en souriant. L'enfant de 7 ans souriait toujours, c'était son réflexe de protection. Puis Manon tendit la main et pinça le bras d'Emma, rapidement, entre le pouce et l'index, fort. Emma se figea. Gabriel se figea aussi. Le geste avait duré moins de 2 secondes. Manon s'était déjà relevée, regardait son téléphone, parfaitement détendue. Emma resta immobile un instant, tenant son bras, et regarda autour d'elle pour voir si quelqu'un avait vu. Personne. Léa était trop loin. Inès regardait ailleurs. Chloé était à l'intérieur. Emma baissa la tête et continua à jouer. Gabriel refit la lecture 3 fois. La 3e fois,
il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu d'abord. Juste avant que Manon pince Emma une fraction de seconde avant, elle avait levé les yeux vers la villa. Pas vers la porte-fenêtre. Vers le haut. Vers les angles du mur. Elle cherchait les caméras, pensa Gabriel. Et elle ne savait pas encore qu'elles étaient là. Il posa son téléphone sur le bureau. Le silence de la villa pesait différemment, maintenant. Comme si les murs eux-mêmes retenaient quelque chose. Il pensa à Emma qui tenait son bras. Il pensa à Emma qui baissait la tête et continuait à jouer. Il pensa à Emma qui souriait toujours, trop fort, trop vite, comme pour remplir les silences, et il comprit soudain que ce n'était pas seulement le silence laissé par la mort d'Élise. C'était un autre silence. Un silence appris. Elle ne lui avait rien dit. Aucune des 3 enfants ne lui avait rien dit. Il remonta à l'étage. Il s'arrêta devant la porte d'Emma. Il frappa. « Entre », dit une voix. Emma était assise sur son lit, un livre ouvert sur les genoux, ses cheveux noirs en désordre sur les épaules. Elle leva les yeux et sourit, ce sourire immédiat, automatique. « Papa ? » « Je passais, » dit-il bêtement. « Comment tu vas ? » ?»« Bien. » Il entra, s'assit sur le bord du lit. Il regarda son bras gauche. Il n'y avait pas de marque visible, le pincement ne laissait pas de traces, c'était probablement calculé. « Emma, est-ce que Manon ?» Il s'arrêta. Il ne savait pas comment formuler ça sans lui faire peur, sans la mettre dans une position impossible. « Est-ce que tout va bien avec Manon ?» demanda-t-il finalement. Emma le regarda une demi-seconde de trop avant de répondre. « Oui, » dit-elle. « Tout va bien. » Ce demi-seconde. Gabriel l'emporta avec lui quand il ressortit de la chambre. Il retourna dans son bureau à domicile. Il rouvrit les archives. Il avait 2 jours entiers d'enregistrement et il allait tout regarder. Cette fois, il ne cherchait plus un monstre en Chloé. Il cherchait la vérité sur Manon. Et dans les premières heures de ce mardi, seul dans son bureau pendant que la villa commençait à s'éveiller autour de lui, il commença à voir lentement, irréfutablement, image par image, ce qu'il n'avait pas voulu regarder. Il déroula les enregistrements avec une méthode qu'il réservait d'habitude à ses audits financiers et minutieux, chronologiques, sans sauter d'image. Il avait posé son café sur le bord du bureau. Il ne le but pas. Il refroidit, puis devint froid, puis disparut de sa conscience complètement. Les premières heures des archives ne montraient rien d'extraordinaire. Chloé qui travaillait. Les enfants qui jouaient. La villa qui tournait selon son rythme ordinaire. Gabriel se surprit à regarder Chloé différemment, non plus comme un sujet de surveillance, mais comme quelqu'un qui l'observait pour la première fois vraiment. Il vit comment elle rangeait la cuisine en chantonnant à mi-voix, quelque chose de si discret qu'on aurait pu ne pas remarquer. Il vit comment elle pliait les affaires des enfants avec un soin qui dépassait le strict nécessaire, les petits pulls d'Inès soigneusement empilés, les livres de Léa rangés par taille sur l'étagère. Ce n'était pas le travail d'une employée qui faisait le minimum. C'était le travail de quelqu'un qui tenait à quelque chose. Il trouva la 2e scène à 11h du matin, dans les archives du jeudi précédent. Jardin côté ouest. Inès était seule près du massif de roses. Chloé était visible à travers la fenêtre de la cuisine, préparant le déjeuner. Manon était sortie par la porte latérale du salon, celle que Gabriel utilisait rarement. Elle tenait son téléphone et semblait parler à voix basse. Elle s'arrêta quand elle vit Inès. Gabriel agrandit l'image et retint sa respiration. Manon s'approcha de la petite. Inès leva les yeux, et Gabriel vit même sur ce petit écran, même sans le son, et qu'Inès avait eu un mouvement de recul. Microscopique. Instinctif. Le genre de mouvement qu'un enfant de 6 ans fait quand son corps sait quelque chose que sa tête n'a pas encore formulé. Manon lui prit le bras. Pas brutalement, pas cette fois. Elle se pencha vers elle et dit quelque chose. Inès hocha la tête plusieurs fois, rapidement, comme quelqu'un qui acquiesce pour que ça s'arrête. Puis Manon se redressa, regarda autour d'elle, et rentra dans la villa. Inès resta seule dans le jardin. Elle serra son lapin en peluche contre sa poitrine et Gabriel reconnut le même geste que le matin, dans le couloir, quand Chloé lui avait apporté le jus d'orange. Puis Chloé sortit dans le jardin avec une assiette de biscuits, et Inès courut vers elle comme si elle courait vers quelque chose de solide. Gabriel se leva. Il fit le tour de son bureau 2 fois. Il s'arrêta devant la fenêtre qui donnait sur le jardin côté ouest, le même jardin qu'il venait de voir sur l'écran, et il regarda les rosiers sans les voir.
Ses propres enfants avaient peur dans leur propre maison. Et il n'avait rien vu. Il pensa à Manon, ses yeux calmes, sa voix mesurée, la façon dont elle lui avait décrit Chloé comme une menace. Il pensa à la précision de ses accusations. La façon dont elle avait dit « Elle a poussé Emma dans l'escalier ». Pas je crois avoir vu, pas il me semblait que. Avec certitude. Avec détail. Il retourna à son bureau. Il chercha dans les archives tous les moments où l'escalier était visible. Il trouva l'escalier du haut couvert par la caméra du couloir du bas dans les archives du mercredi soir. Chloé descendait les marches derrière Emma. Emma avait trébuché sur la dernière marche, son pied glissant légèrement sur le bord. Chloé avait tendu le bras et attrapé Emma par l'épaule avant qu'elle ne tombe, avec un réflexe si rapide et si naturel qu'il en était presque invisible. Emma avait ri. Oups, avait-elle probablement dit. Chloé aussi avait ri. Ce n'était pas une poussée. C'était exactement le contraire. Gabriel resta immobile devant l'écran pendant un long moment. Il pensa, Manon a vu cet épisode. Elle l'a vu soit en direct, soit elle en avait entendu parler par quelqu'un. Et elle l'a transformé. La précision de l'accusation n'était pas un signe de vérité. C'était un signe de préméditation. Manon avait pris un fait réel, un trébuchement dans l'escalier et l'avait retourné. Pourquoi? La réponse arriva avant même que la question soit finie. Parce que Chloé était aimée des enfants. Et Manon ne l'était pas. Il continua à défiler les archives. Le soleil monta dans le ciel, traversa son zénith, commença à descendre. Gabriel ne bougea pas de son fauteuil. Il regardait, il reculait, il cherchait. Il cherchait la cohérence dans les comportements de Manon. Il la trouva, et elle était glaçante. Manon était différente avec les enfants selon qu'elle pensait être observée ou non. Quand Gabriel était visible, quand elle savait qu'il pouvait passer dans le couloir, descendre du bureau, apparaître, elle était patiente, légèrement distante, mais correcte. Elle leur parlait comme on parle à des accessoires de décor, avec la politesse qu'on réserve aux objets dont on doit tenir compte. Mais quand elle se croyait seule avec eux, vraiment seule, dans les angles morts qu'elle avait repérés, dans les espaces que les caméras ne couvraient qu'à moitié, c'était autre chose. Gabriel trouva 3 autres scènes. 3 scènes en 2 jours. Dans la première, Manon retirait le dessin que Léa lui montrait de la main, pas violemment, mais fermement, avec cette façon de ne pas regarder l'enfant en face et le poser sur la table sans commentaire, comme si l'objet n'existait pas. Léa récupérait son dessin en silence. Son visage ne changeait pas. Elle avait appris à ne pas laisser voir. Dans la deuxième scène, Manon surprenait Emma en train de renverser un verre d'eau dans la cuisine. Elle la saisissait par le poignet, se penchait vers elle, et lui parlait à voix basse pendant plusieurs secondes. Emma regardait le sol. Quand Manon lâchait son poignet et quittait la cuisine, Emma restait immobile une longue minute avant de ramasser les morceaux. La troisième scène était la plus courte. Manon croisait Inès dans le couloir du bas, tard le soir. Inès allait probablement chercher de l'eau. Manon s'arrêtait, regardait la petite de haut, et disait quelque chose en pointant la direction des chambres. Inès faisait demi-tour sans son verre d'eau. 3 scènes. Aucune d'elles n'était de la violence au sens que la loi aurait immédiatement reconnu. Mais ensemble, chronologiquement, elles formaient quelque chose d'autre. Un système. Une architecture de peur construite lentement, patiemment, dans les espaces que Gabriel ne regardait pas. Il descendit pour prendre son petit déjeuner. Chloé était dans la cuisine, en train de préparer des sandwichs pour les enfants qui rentreraient de l'école 1 heure plus tard. Gabriel entra, leva la tête et la salua avec son calme et sa retenue habituelle. « Monsieur Moreau, que souhaitez-vous manger ?»« Non, merci, répondit-il. Il s'attarda un peu trop longtemps sur le seuil de la porte. Chloé continuait à travailler devant sa planche à découper, ses gestes étaient extrêmement agités et prudents, et bien qu'il ne fût que 11 heures, son tablier était impeccable. Chloé. Elle tourna à nouveau les yeux vers lui. Les enfants vous racontent-ils quelque chose? Des choses qui les dérangent. Il y eut un moment de silence. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui savait quoi dire. C'était le silence de quelqu'un qui avait raison. Les enfants me font confiance, dit-elle finalement. Je respecte cette confiance. Ce n'était pas une réponse claire. C'était exactement la réponse souhaitée. Gabriel hocha la tête et remonta dans son bureau à l'étage. Les enfants rentrèrent à 4 heures. Gabriel entendit la porte s'ouvrir, les sacs posés dans le salon,
Emma qui essayait de raconter quelque chose sans même avoir enlevé ses chaussures. Il les entendit se diriger d'abord vers la cuisine, puis vers le jardin. Il regarda l'écran qui donnait sur le jardin et Chloé les avait suivis. Elle s'assit sur le banc en pierre dans le jardin. Emma essayait de lui montrer avec enthousiasme une photo qu'elle avait sortie de son sac. Inès grimpa à côté d'elle et s'appuya contre son bras. Léa se tenait à distance, mais son corps était tourné vers elle. Gabriel regarda les 3 enfants dans le jardin de sa maison, vivants, là, réels, et il comprit avec une douloureuse lucidité que c'était Chloé qui les maintenait ensemble. Chloé, avec son tablier blanc, ses cheveux attachés et ses mains qui ne s'arrêtaient jamais de travailler. Lui, à 3 mètres de là, dans son bureau, regardait les écrans qui ne fonctionnaient pas. Chloé était là tous les matins, tous les soirs et tous les après-midi. Pour la première fois depuis la mort d'Élise, il comprit ce qu'il avait vraiment perdu et ce qu'il pouvait encore sauver. Manon arriva à 7 heures. Elle posa son sac dans le couloir, déposa un doux baiser sur la joue de Gabriel et lui demanda ce qu'il avait fait de sa journée. Il ne dit pas un mot. Manon ne comprit pas, ou fit semblant de ne pas comprendre. Ils dînèrent ensemble. Gabriel regardait la table. Léa mangeait en silence. Emma parlait sans arrêt. Inès ne levait pas la tête. Manon posait des questions, mais n'attendait pas de réponse. Chloé débarrassa la table, passa dans la cuisine, puis monta coucher Inès. Gabriel regarda Manon. Il la regarda vraiment, peut-être pour la première fois. Elle était belle. Elle semblait parfaite. Et il ne pouvait plus nier ce qu'il voyait dans ses yeux chaque fois que les enfants quittaient la pièce. À chaque fois qu'il partait, ses yeux se détendaient, comme si un poids lui était enlevé des épaules. Il ne les aimait pas. Il n'avait d'ailleurs jamais dit qu'il les aimait. Il avait simplement cessé de les regarder. Cette nuit-là, Gabriel ne dormit pas. Il attendit dans son bureau jusqu'au matin, ouvrit les enregistrements sur son téléphone et les regarda encore et encore. Il voulait clarifier ses pensées. Il ne voulait pas agir sur une intuition. Il voulait des faits. Il voulait des preuves. Il n'avait pas encore trouvé les faits. Mais il savait désormais où chercher. Ce vide qu'il portait en lui depuis 2 ans, ce manque profond qu'il essayait de combler avec son travail, ses réunions et Manon, s'était transformé en quelque chose d'autre cette nuit-là. Ce n'était pas encore clair. Ce n'était pas encore de la colère. Cela ressemblait davantage à un réveil. Une douleur lente, douloureuse et irréversible. Il trouva la séquence à 3h moins le quart du matin. Il était en train de défiler les archives du lundi 2 jours avant l'installation des caméras, la limite du système, quand il réalisa qu'il s'était trompé de caméra. Il avait ouvert par erreur le flux du couloir du haut au lieu du salon. Il allait corriger quand l'image l'arrêta net. Manon. Dans le couloir du haut, à 22h16. Gabriel était à cette heure-là dans son bureau à domicile. Il vérifia mentalement, oui, il avait eu une conférence téléphonique tardive. Les enfants étaient couchés. Chloé était partie pour la nuit. Manon était seule dans le couloir. Elle s'arrêta devant le miroir ovale accroché entre les portes des chambres. Elle resta immobile une longue minute, les bras le long du corps, regardant son reflet. Gabriel agrandit l'image autant que le système le permettait. Son visage n'était pas celui qu'il connaissait. Pas la femme composée, calibrée, qui savait toujours quelle expression porter. Ce visage-là était nu. Quelque chose y travaillait, une tension, une rage rentrée, quelque chose qui ressemblait à de la détresse mais d'une qualité froide, calculée. Puis Manon fit quelque chose que Gabriel ne comprit pas immédiatement. Elle remonta sa manche gauche. Elle examina son avant-bras. Elle pressa les doigts de sa main droite contre sa propre peau, à l'intérieur du poignet, avec une force qui fit grimacer Gabriel même à travers l'écran. Elle laissa une marque rouge, visible même sur la résolution moyenne des caméras. Elle remit sa manche en place. Elle regarda à nouveau son reflet. Et elle sortit son téléphone. Gabriel ne bougea pas pendant peut-être 2 minutes entières. Son souffle était court. Ses mains étaient posées à plat sur le bureau comme 2 choses séparées de lui. Il pensa, non. Il pensa, ce n'est pas ce que je crois. Puis il relut la séquence. Puis il la relut encore. C'était exactement ce qu'il croyait. Manon s'était fait une marque sur le poignet. Délibérément. Méthodiquement. Et immédiatement après, elle avait sorti son téléphone probablement pour photographier la marque.
Une marque qu'elle allait attribuer à quelqu'un d'autre. La nausée arriva lentement, profondément, depuis un endroit qu'il n'avait pas senti depuis longtemps. Il pensa à Chloé. Il pensa à Manon qui lui avait dit « Elle a poussé Emma dans l'escalier ». Il pensa à toutes les accusations précises, détaillées, confiantes et il comprit enfin d'où venait cette précision. Ce n'était pas la précision de quelqu'un qui avait vu. C'était la précision de quelqu'un qui avait préparé. Il continua à chercher dans les archives avec une concentration qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. La fatigue n'existait plus. Le café froid sur son bureau n'existait plus. Il n'y avait plus que les 6 petits écrans et ce qu'ils avaient enregistré. Il trouva la 3e scène, la scène qu'il avait redoutée sans se l'avouer dans les archives du mardi après-midi. Jardin côté haie, 15h40. Gabriel était en conférence vidéo dans son bureau, il s'en souvenait maintenant. Chloé avait emmené les enfants dehors pendant son appel. Ou plutôt, Chloé avait emmené Emma et Inès dans le jardin côté haie. Léa était restée dans la villa et il la trouva sur la caméra du couloir du haut, dans sa chambre, porte fermée. Manon était arrivée dans le jardin côté et 20 minutes après le début de la scène. Elle avait échangé quelques mots avec Chloé et Gabriel ne pouvait pas lire les lèvres avec certitude, mais la posture de Chloé était professionnelle, neutre. Manon avait dit quelque chose et Chloé était rentrée dans la villa, probablement un prétexte. Gabriel le comprit à la façon dont Manon avait regardé derrière elle pour vérifier que la porte-fenêtre était bien refermée. Emma et Inès jouaient toujours près du chêne. Manon s'approcha d'Emma. Ce qui suivit dura 8 secondes. Gabriel le regarda 3 fois. La première fois, il n'y crut pas. La deuxième fois, il vit. La troisième fois, il sut qu'il ne pourrait plus jamais prétendre ne pas savoir. Manon attrapa Emma par l'épaule, la retourna vers elle, et la gifla. Pas fort, pas d'une façon qui laisserait des traces visibles le lendemain, Gabriel le nota avec une lucidité froide qui lui fit horreur. Mais suffisamment pour qu'Emma se fige, les yeux écarquillés, une main portée à sa joue. Inès, à 2 mètres de là, se retourna. Manon la regarda. Inès baissa immédiatement les yeux et s'éloigna vers le fond du jardin, serrant son lapin. Emma ne pleura pas. Elle baissa la tête, puis lentement, comme quelqu'un qui a appris à absorber les choses sans les laisser voir, elle recommença à jouer. Gabriel ferma l'application. Il posa les 2 mains sur son visage. Il resta ainsi dans l'obscurité de ses paumes pendant un long moment, à respirer lentement, à laisser la réalité se déposer comme quelque chose d'inerte et de définitif. Sa fille de 7 ans. Dans son propre jardin. Pendant qu'il était à 3 mètres de là en conférence vidéo. Et Inès qui avait baissé les yeux parce qu'elle savait déjà, la petite de 6 ans savait déjà ce qu'il fallait faire pour ne pas attirer l'attention. Il pensa à la question qu'il avait posée à Emma la veille. Est-ce que tout va bien avec Manon ? Et Emma qui avait répondu oui une demi-seconde trop tard. Ses enfants le protégeaient. Ils l'épargnaient. Ils avaient compris avec cette intelligence cruelle que les enfants développent quand les adultes ne font pas leur travail qu'ils n'étaient pas en état d'entendre la vérité. La honte fut physique. Elle arriva dans la poitrine comme quelque chose qu'on ne peut pas décrire autrement qu'une brûlure froide. Il rouvrit l'application. Il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Il avait besoin de tout voir. Il avait besoin que la totalité de ce qu'il avait manqué soit devant lui, irréfutable, avant de faire quoi que ce soit. Il chercha les archives du jeudi soir. Il trouva quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Salon. 23h40. Gabriel dormait depuis 1 heure ou plus tôt, il avait sombré dans ce demi-sommeil qui lui tenait lieu de nuit depuis 2 ans. La villa était silencieuse et sombre. Manon était censée dormir dans la chambre d'amis, elle ne dormait pas encore toujours dans la chambre principale, un arrangement que Gabriel n'avait pas formalisé et qui lui convenait dans son état de flottement permanent. Manon était dans le salon. Elle était assise sur le canapé, lampe de bureau allumée, son téléphone dans une main et quelque chose d'autre dans l'autre. Gabriel mit quelques secondes à identifier l'objet. Un peigne fin. Le genre qu'on utilise pour les cheveux d'enfant. Le peigne de Chloé. Il reconnut le petit peigne noir que Chloé gardait toujours dans la poche de son tablier et Gabriel l'avait vu des dizaines de fois sans y prêter attention. Chloé l'utilisait pour démêler les cheveux d'Inès le matin, un geste si répété qu'il était devenu invisible. Manon tenait ce peigne. Elle le retourna entre ses doigts. Elle le photographia sous la lampe, sous plusieurs angles, avec son téléphone. Puis elle le posa sur le rebord de la fenêtre du salon, pas à un endroit où on le pose naturellement, mais dans une position ostentatoire, visible, délibérément exposée.
Elle reprit son téléphone, fit défiler quelque chose des photos, probablement, s'arrêta sur une image. La regarda longuement. Gabriel agrandit la vue autant qu'il pouvait. Il ne pouvait pas voir l'écran du téléphone de Manon. Mais il vit son expression. Elle souriait. Il referma l'application pour la dernière fois cette nuit-là. Il était 3h20 du matin. Par la fenêtre de son bureau, il voyait le jardin dans l'obscurité et les contours du chêne, les rosiers, le banc en pierre. Tout était immobile et silencieux sous le ciel de novembre. C'était comme s'il regardait le film de sa propre erreur, image par image, sur ses petits écrans. Il avait cru surveiller pour protéger. Il avait en réalité regardé dans la mauvaise direction depuis le début. Manon avait su exactement où étaient les angles morts, pas dans le jardin, pas dans les couloirs, mais dans lui-même. Dans sa douleur, dans sa culpabilité, dans ce besoin qu'il avait eu de ne pas être seul après Élise. Elle avait trouvé son angle mort et elle s'y était installée. Il pensa à Chloé. À son tablier blanc. À ses mains qui préparaient le petit déjeuner à 6h50. À la façon dont elle s'était accroupie devant Inès dans le couloir. À Léa qui s'était assise à côté d'elle sans parler pendant que Chloé regardait son dessin, de ce silence partagé entre deux personnes qui se font confiance. Il pensa à toutes les fois où il avait croisé Chloé dans les couloirs de sa villa sans vraiment la voir. Sans lui parler. Sans lui demander quoi que ce soit. Elle était là, elle s'occupait de ce qui lui appartenait de plus précieux au monde, et il l'avait rendue invisible parce que c'était plus facile que de regarder. Il se leva. Il fit le tour de son bureau. Il s'arrêta devant la caméra qu'il avait fixée dans l'angle du plafond, la 6e, celle du bureau à domicile, installée là par précaution, et il la regarda. Il avait installé des caméras pour voir la vérité. Et la vérité l'avait regardé en retour. Il attendit le matin. Il attendit que les enfants partent à l'école, Chloé les emmenant jusqu'au portail de la villa, les embrassant sur le front, Inès se retournant 2 fois pour faire au revoir, puis que Chloé rentre dans la villa et commence sa journée de travail. Il attendit que Manon arrive, à 10h, avec son sac en cuir et ses talons sur le carrelage du hall. Il attendit qu'elle entre dans le salon. Alors il descendit, son téléphone dans la main, les archives ouvertes sur l'écran. Manon était assise sur le canapé du salon, les jambes croisées, son téléphone dans la main. Elle leva les yeux quand Gabriel entra. Son expression était celle qu'il connaissait, ouverte, légèrement souriante, parfaitement calibrée. « Tu as l'air fatigué, dit-elle. Tu as mal dormi ? Assieds-toi, dit Gabriel. Je suis assise. Reste assise. Quelque chose dans sa voix, pas le volume, pas l'intonation, mais une qualité nouvelle, une densité fit changer légèrement son expression. Pas de la peur. Pas encore. Plutôt une recalibration rapide, comme quelqu'un qui ajuste une trajectoire. Gabriel posa son téléphone sur la table basse entre eux. L'écran était allumé, l'application ouverte, une séquence prête à être lue. Je veux que tu regardes quelque chose. Il lança la première séquence sans préambule. Le jardin côté haie. Emma qui jouait. Manon qui s'approchait. Les 8 secondes. Il regarda Manon pendant que la vidéo tournait. Il vit le moment précis où elle comprit ce qu'elle regardait, un mouvement imperceptible autour des yeux, un léger raidissement des épaules. Elle continua à regarder l'écran avec ce même visage composé. Quand la séquence se termina, elle dit : « La qualité est mauvaise. On ne voit pas clairement ce qui. » Deuxième séquence, dit Gabriel. Le couloir du haut. 22h16. Manon devant le miroir. La manche remontée. Les doigts pressés sur le poignet. La marque. Le téléphone sortit immédiatement après. Cette fois, le visage de Manon bougea. Pas beaucoup. Mais Gabriel le vit. Un muscle près de la mâchoire. Un clignement d'yeux trop rapide. Gabriel, ce n'est pas. Troisième séquence. Le salon. 23h40. Le peigne de Chloé. Les photos. La mise en scène délibérée sur le rebord de la fenêtre. Et le sourire, ce sourire que Gabriel ne pouvait plus regarder sans que quelque chose se contracte dans sa poitrine. Le silence qui suivit fut différent des autres silences. Plus lourd. Plus définitif. Manon posa son téléphone sur le canapé. Elle décroisit les jambes. Elle regarda Gabriel avec une expression qu'il n'avait jamais vue sur son visage, quelque chose qui ressemblait à un calcul en cours,
une réévaluation rapide de la situation, une recherche de sortie. Tu as installé des caméras dans ta propre maison, dit-elle. Tu surveilles les gens qui vivent ici. Tu te rends compte de ce que ça dit sur toi? Ça dit que j'aurais dû le faire plus tôt, dit Gabriel. Sa voix était calme. C'était la chose qui l'étonnait lui-même, ce calme. Pas de la froideur. Pas de la distance. Quelque chose de plus solide que ça. Quelque chose qui ressemblait à de la clarté. Ces vidéos peuvent être interprétées de 1000 façons, dit Manon. Un peigne sur un rebord de fenêtre. Une marque sur mon bras, tu ne sais pas comment je me suis fait ça. Tu ne sais pas ce que tu crois voir. Emma, dit Gabriel. Manon s'arrêta. Emma a 7 ans. Elle retient son souffle quand tu entres dans une pièce. Inès fait demi-tour dans les couloirs quand elle t'entend venir. Léa ne te montre plus ses dessins depuis 3 semaines. Il marqua une pause. Mes enfants ont peur dans leur propre maison, Manon. Et ce n'est pas à cause de Chloé. Le masque tomba. Pas d'un coup, pas de façon dramatique, pas de larmes ou de cris. Ce fut plus subtil et plus révélateur que ça. C'était comme regarder une architecture se défaire lentement, pièce par pièce, à partir d'un point de rupture précis. Tu ne comprends pas ce que c'est, dit-elle. 3 enfants. 3 enfants qui ne sont pas les miens, qui ne seront jamais les miens, qui me regardent comme si j'occupais une place qui ne m'appartient pas. Tu sais ce que c'est d'entrer dans une villa et de sentir que tu n'y as pas ta place. Non, dit Gabriel. Et ça n'excuse rien. Je ne cherche pas à m'excuser. Je t'explique. Tu as fait une marque sur ton propre poignet pour l'attribuer à Chloé. Tu as pris son peigne pour le mettre en scène dans le salon. Gabriel. Tu as gifté ma fille de 7 ans dans mon jardin. La dernière phrase atterrit dans le salon comme quelque chose de physique. Manon se tut. Pour la première fois depuis le début de la conversation, elle n'avait pas de réponse prête. Pas, dit Gabriel. Gabriel, écoute-moi. Ce que tu vois sur ces vidéos? Pars de cette villa. Tu es en deuil. Tu n'es pas en état de prendre des décisions raisonnables. Chloé t'a manipulé, elle a manipulé les enfants, elle. Pars maintenant. Sa voix n'avait pas monté. Elle n'avait pas eu besoin de monter. Il y avait dans ce maintenant quelque chose de final, comme une porte qui se ferme et dont on entend le verrou glisser. Manon se leva. Elle prit son sac. Elle le regarda une dernière fois, ses yeux calculèrent encore, cherchèrent encore une ouverture, trouvèrent porte close. Tu regretteras, dit-elle. Peut-être, dit Gabriel. Mais pas pour les raisons que tu crois. Elle traversa le hall. La porte d'entrée s'ouvrit. Les talons sur le perron. Puis rien. Gabriel resta immobile dans le salon pendant une longue minute. Il regarda le rebord de la fenêtre où Manon avait posé le peigne de Chloé. Il regarda le canapé où elle était assise 30 secondes plus tôt. La villa était silencieuse. Mais c'était un silence différent. Moins creux. Moins pesant. Comme une pièce qu'on vient d'ouvrir après l'avoir gardée fermée trop longtemps. Il entendit la porte d'entrée s'ouvrir à nouveau, le portail, les voix, les enfants qui rentraient de l'école. Il regarda l'heure. 16 heures. Il avait perdu la notion du temps. Il entendit leur voix dans le hall, Emma qui racontait quelque chose, Inès qui cherchait ses chaussons, Léa qui montait directement. Il entendit la voix de Chloé qui répondait à Emma, douce et attentive. Puis les voix se turent. Des pas dans l'escalier. Le silence de l'après-midi qui reprenait. Gabriel alla vers l'escalier. Léa, appela Théil. Une pause. Puis des pas qui redescendaient. Léa apparut en haut des marches, jean, pull bleu, cheveux coiffés, cette façon d'être déjà adulte à 9 ans qui lui serrait le cœur depuis trop longtemps sans qu'il y fasse vraiment attention. Manon n'habitera plus ici, dit-il. Léa le regarda. Pas de surprise. Pas de soulagement ostensible non plus, elle était trop prudente pour ça, trop habituée à gérer ses réactions. Mais quelque chose dans ses épaules, un relâchement presque imperceptible. D'accord, dit-elle. Je sais que certaines choses se sont passées. Des choses que vous ne m'avez pas dites. Léa garda les yeux sur lui. Vous n'aviez pas à me protéger, dit Gabriel. C'est moi qui aurais dû vous protéger. Et je ne l'ai pas fait. Un silence. On savait que tu étais triste, dit Léa.
Depuis maman. On ne voulait pas te rajouter des choses. Gabriel monta 2 marches. Il s'arrêta à la hauteur de sa fille de 9 ans et il la regarda vraiment, sans l'écran entre eux, sans la caméra, sans la distance. Je suis là, dit-il. Je suis là maintenant. Léa hocha la tête. Ce n'était pas du pardon, pas encore, le pardon prenait du temps et il le méritait. Mais c'était un début. Une porte entr'ouverte. Chloé est dans le jardin avec les petites, dit-elle. Je sais, dit Gabriel. Je vais y aller. Il la trouva exactement là où il savait qu'elle serait, sur le banc en pierre près du chêne, Inès appuyée contre son bras, Emma allongée dans l'herbe à ses pieds, les bras en croix comme une étoile de mer. Le soleil de fin d'après-midi traversait les branches du chêne et posait des taches dorées sur le tablier blanc de Chloé. Emma vit Gabriel en premier. Papa. Elle se leva d'un bond, courut vers lui, se jeta contre lui avec cette énergie totale et désordonnée qui était sa façon d'exister. Il la reçut et la serra, vraiment la serra, pas le geste automatique qu'il avait eu ces 2 dernières années, mais quelque chose de présent, de conscient, de là. Tu nous rejoins, dit Emma. Oui, dit Gabriel. Je vous rejoins. Inès glissa du banc et vint s'accrocher à sa jambe sans un mot, son lapin sous le bras. Gabriel posa la main sur sa tête. Chloé s'était levée du banc. Elle se tenait à 2 mètres de lui, les mains croisées devant son tablier, le visage calme et professionnel comme toujours. Mais ses yeux, Gabriel les regarda vraiment pour la première fois, contenaient quelque chose qu'il n'avait jamais pris la peine de voir. Une vigilance tranquille. Une intelligence patiente. Et, tout au fond, quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude pour ce qui allait suivre. Chloé, dit-il. Monsieur Moreau. J'ai besoin de vous parler. Seul à seul, si vous voulez bien. Emma et Inès protestèrent. Mais papa, encore 5 minutes, on est en train de jouer, et Chloé les calma avec la même efficacité tranquille qu'elle mettait à tout ce qu'elle faisait. Allez chercher Léa, dit-elle. Elle est seule en haut. Demandez-lui de vous montrer son nouveau dessin. Les 2 petites coururent vers la villa. Gabriel et Chloé restèrent seuls dans le jardin. Le soleil descendait derrière le mur d'enceinte. Les rosiers projetaient de longues ombres sur l'herbe. Quelque part dans les branches du chêne, un oiseau insistait sur 3 notes. Gabriel regarda Chloé. Elle le regardait sans baisser les yeux, pas avec défi, pas avec soumission. Avec cette qualité d'attention directe qu'il avait remarquée pour la première fois sur les écrans de surveillance et qui lui semblait maintenant être simplement qui elle était. Je vous ai fait une chose injuste, dit-il. Chloé attendit. J'ai installé des caméras dans cette villa parce que quelqu'un m'avait dit que vous étiez dangereuse pour mes enfants. J'ai cru cette personne sans vous demander quoi que ce soit. Sans vous regarder vraiment. Il s'arrêta. Les caméras m'ont montré la vérité. Mais ce n'est pas la vérité que j'avais cherchée. Qu'est-ce qu'elles vous ont montré, demanda Chloé. Sa voix était neutre, factuelle. Elles m'ont montré que vous vous occupez de mes enfants comme personne ne l'a fait depuis. Il ne finit pas la phrase. Depuis longtemps. Elles m'ont montré que vous êtes la seule personne dans cette villa qui fait vraiment son travail. Et le mien aussi, en même temps. Un silence. Et Manon, dit Chloé. Manon est partie. Elle ne reviendra pas. Chloé hocha la tête. Pas de triomphe. Pas de soulagement visible. Juste cette acceptation calme de quelqu'un qui savait depuis le début et qui avait attendu que les autres voient par eux-mêmes. Je vous dois des excuses, dit Gabriel. Des excuses réelles. Pas une formule. Il la regarda. Je suis désolé de ne pas avoir regardé. Je suis désolé d'avoir cru une menteuse plutôt que ce que mes propres enfants vous montraient chaque jour. Je suis désolé de vous avoir rendu invisible dans cette maison alors que c'est vous qui la maintenez debout. Chloé resta silencieuse un moment. Le vent bougea légèrement les branches du chêne. Son tablier blanc bougea avec. Vous auriez pu me demander, dit-elle finalement. J'aurais répondu. Je sais, dit Gabriel. C'est peut-être la chose dont j'ai le plus honte. Chloé le regarda longuement. Il y avait dans ses yeux cette évaluation tranquille, pas dure, pas froide, mais sérieuse. Elle évaluait quelque chose. La solidité de ce qu'il disait. Si c'était réel ou si c'était encore une autre façon de ne pas voir. Les enfants ont besoin de stabilité, dit-elle finalement. Pas de grands discours. De la présence. Être là le matin. Être là le soir.
Posez des questions et écoutez les réponses. Je sais. Non, dit-elle doucement. Vous savez que vous devriez savoir. Ce n'est pas la même chose. Gabriel reçut la phrase sans se défendre. Elle était juste. Alors montrez-moi, dit-il. Chloé le regarda encore une seconde. Puis quelque chose dans son expression changea, pas un sourire, pas encore, mais le début de quelque chose. Une ouverture. Léa aime quand on s'assoit à côté d'elle sans rien dire, dit-elle. Elle vous parle quand elle décide que vous êtes prêt à entendre. Vous ne pouvez pas forcer ça. D'accord. Emma a besoin qu'on finisse ses phrases avec elle. Pas à sa place avec elle. Elle s'arrête au milieu des histoires parce qu'elle attend que quelqu'un la rejoigne. D'accord. Et Inès. Chloé s'arrêta une seconde. Inès a besoin d'être tenue. Pas de loin. Dans les bras. Tous les jours. Ce n'est pas négociable pour elle. Gabriel sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, pas douloureusement, pas comme une perte. Comme quelque chose qui cède pour laisser passer de l'air. Je les ai laissés tomber, dit-il. Vous étiez en deuil, dit Chloé. Et maintenant vous ne l'êtes plus seulement. Maintenant vous êtes aussi leur père. De la fenêtre de l'étage, 3 visages regardaient le jardin. Léa en premier, les bras croisés, observant. Emma à côté d'elle, pressant son nez contre la vitre. Et Inès, soulevée sur la pointe des pieds, son lapin dans les bras. Léa fut la première à descendre. Puis Emma. Puis Inès. Ils arrivèrent dans le jardin les uns après les autres et s'approchèrent, pas en courant, pas avec l'énergie explosive du retour de l'école, mais lentement, comme quelqu'un qui s'approche d'une flamme pour vérifier qu'elle est réelle. Gabriel s'accroupit dans l'herbe. Inès arriva la première et se jeta contre lui, les bras autour de son cou, le lapin coincé entre eux. Emma le rejoignit 2 secondes après, les bras autour de sa taille, la tête contre son épaule. Léa resta debout un moment, les bras le long du corps, à le regarder tenir ses 2 petites sœurs. Puis elle fit un pas en avant et posa la tête contre sa joue. Gabriel ferma les yeux. Il ne pensa à rien. Il n'analysa rien. Il était simplement là, dans le jardin, sous le chêne, avec les 3 enfants dans les bras et pour la première fois depuis 2 ans, la villa derrière lui ne ressemblait pas à une coquille vide. Elle ressemblait à quelque chose qui pouvait encore devenir un foyer. Quand il rouvrit les yeux, Chloé s'était légèrement écartée de cet instinct discret de ne pas occuper les espaces qui ne lui appartenaient pas. Elle commençait à se retourner vers la maison. « Chloé, dit Gabriel. » Elle s'arrêta. « Restez. S'il vous plaît. » Elle le regarda. Les enfants le regardèrent aussi et Emma avec impatience, Inès sans comprendre tout à fait, Léa avec cette attention grave qui ne perdait rien. Chloé resta. Gabriel avait déjà installé la caméra sur le mur du salon lorsque la nuit était tombée. Il l'avait fait sans hésiter, il avait levé la main, tourné la vis qui fixait l'appareil dans le sens inverse, et le petit morceau noir s'était détaché pour tomber dans sa paume. Il l'avait posé sur la table basse. Puis il était passé dans le couloir et avait démonté le 2e. Dans la cuisine, il démonta la 3e. Dans le jardin, il démonta les 2 dernières, celles qui étaient fixées sous la tente et leva brièvement les yeux vers le ciel. 6 caméras. Elles étaient alignées les unes à côté des autres sur la table du salon, telles des générations ayant rempli leur fonction et perdu tout leur sens. Il les regarda pendant un court instant. Il pensa, j'avais installé ces caméras pour qu'elles me confrontent à la réalité. Et elle l'avait fait. Je n'avais plus besoin d'elles. Il sortit son téléphone et désinstalla définitivement l'application. Les semaines qui suivirent furent concrètes mais difficiles. Gabriel apprit à frapper à la porte. Il apprit à s'asseoir à côté de Léa sans parler, à rester assis sans ressentir le besoin de rompre le silence de la pièce, se contentant de tourner lentement les pages d'un livre. Il apprit à suivre le rythme effréné des histoires racontées par Emma, à compléter ses phrases à sa vitesse, à suivre ses pensées. Chaque matin, il apprenait à tenir Inès dans ses bras, sans se presser, jusqu'à ce qu'elle le lâche. Au début, cela ne lui semblait pas normal. Ses pensées changeaient. Il arrivait soit trop tôt, soit trop tard, soit il utilisait les mauvais mots. Chloé ne le corrigeait pas immédiatement, elle voulait lui montrer, à l'aide d'exemples, avec son propre comportement avec les enfants, ce que signifiait être présent. Il a appris en l'observant. Cette fois-ci, pas à partir d'un appareil. Dans la vraie vie. Dans le jardin,
dans la cuisine, le soir dans les couloirs. C'était un matin glacial de décembre, plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Manon lorsque Gabriel descendit dans la cuisine à 6h30. Chloé était déjà debout, le plateau de jus d'orange fraîchement pressé était prêt, les toasts étaient en train de griller, embaumant la cuisine. Gabriel entra dans la cuisine, leva légèrement la tête et hocha la tête. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, monsieur Moreau. » Il prit 2 tasses, prépara le café et en posa une devant lui sans lui demander son avis. Il la regarda dans les yeux. « Merci, dit-il. » La villa était encore endormie, tous deux se tenaient de part et d'autre du comptoir, une tasse à la main. Ce n'était pas une conversation. C'était quelque chose de plus simple, 2 personnes qui pouvaient exister sans se gêner mutuellement. Gabriel pensa que c'était un début. Peu après son départ, Manon rencontra son avocat. Elle menaça d'intenter un procès pour violation de la vie privée. Gabriel remit tous les enregistrements à son avocat, qui les transmit aux autorités compétentes, accompagnés d'un rapport détaillé sur leur contenu. Les 8 secondes passées dans le jardin. La marque sur son poignet. L'incident mis en scène avec le peigne. Le processus a été long. Gabriel n'en a pas parlé aux enfants, ne voulant pas les placer au centre d'une procédure judiciaire. Il leur a simplement dit que Manon ne reviendrait pas et que s'ils avaient souffert, ce n'était pas de leur faute. Emma a pleuré un peu, mais d'après Gabriel, ce n'était pas pour Manon, mais parce qu'elle pouvait enfin révéler quelque chose qu'elle gardait en elle depuis des mois. Inès serra son lapin contre elle et dit « Je le savais ». Léa ne dit rien pendant 2 jours, puis elle trouva son père dans le salon et lui dit « Elle pinçait Emma ». Gabriel répondit « Je sais. Je l'ai vu. Et je suis désolé de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. » Léa hocha la tête. Elle retourna dans sa chambre. Gabriel comprit que c'était sa façon d'accepter les choses. Le printemps arriva dans le jardin avant d'arriver dans la villa. Les rosiers fleurirent les premiers, avec leurs petits boutons rouges discrets et tenaces qui poussaient sur les branches grises de l'hiver. Puis, en l'espace d'une semaine, le chêne se couvrit soudainement de nouvelles feuilles d'un vert presque translucide. Le jardin redevint ce qu'il était à l'origine, non pas un décor, mais un espace vivant. Un soir d'avril, Gabriel dit à Chloé ce qu'il voulait lui dire depuis longtemps, non pas parce qu'il ne le savait pas, mais parce qu'il voulait s'assurer que ses paroles reposaient sur des bases solides, qu'elles ne provenaient pas de la gratitude, du soulagement ou du vide. « Je vous regarde depuis des mois, dit-il. Pas comme avant, pas sur un écran. Pour de vrai. Et ce que je vois. » Il s'arrêta. Il chercha ses mots avec le même soin qu'il aurait mis à chercher les bons termes dans un contrat important parce que c'était plus important que n'importe quel contrat. « Ce que je vois me donne envie d'être à la hauteur, dit-il. De vous. De mes enfants. De cette maison. » Chloé le regarda. Le soleil du soir était dans ses cheveux noirs, relevés comme toujours, et sur le blanc de son tablier. Elle ne répondit pas tout de suite, elle avait cette façon de laisser les choses exister avant d'y répondre, que Gabriel avait appris à ne plus précipiter. « Vous êtes en train de le faire, dit-elle finalement. Pas encore assez. Non, dit-elle. Pas encore assez. Mais vous êtes en train. 1 an plus tard, dans le jardin de la villa, une petite fille nommée Rose dormait dans les bras de Chloé pendant que les 3 enfants couraient autour du chêne. Léa avait 10 ans maintenant, elle courait moins que les 2 autres, mais elle riait davantage, d'un rire qu'elle ne retenait plus. Emma à 8 ans était exactement Emma, trop vite et trop fort et merveilleusement elle-même, criant quelque chose d'incompréhensible en direction de sa sœur cadette. Et Inès, 7 ans, courait les bras écartés comme si elle voulait embrasser les rentiers du jardin. Son lapin en peluche, désormais un peu usé et très aimé, était posé sur le banc en pierre près du chêne, observant la scène avec la sérénité des objets importants. Gabriel les regardait depuis la terrasse. Son téléphone était posé sur la table à côté de lui. Éteint. Il n'avait pas regardé l'écran depuis le début de l'après-midi, et il ne s'en était pas rendu compte avant maintenant. Il l'avait appris lentement, douloureusement, image par image, que regarder n'est pas voir. Que surveiller n'est pas protéger. Que la présence réelle, la présence qui compte, ne passe pas par un écran. Elle passe par le corps dans une pièce, les yeux ouverts, les mains disponibles. Leur mariage avait été simple, intime dans ce même jardin, un matin de septembre, sous le chêne dont les feuilles commençaient à rougir. Pas de grand événement, pas d'invités nombreux. Les 3 enfants au premier rang, Léa avec une gravité cérémonielle, Emma qui avait pleuré sans savoir exactement pourquoi,
Inès qui avait tenu le bouquet avec les 2 mains et toute la concentration du monde. Chloé avait porté une robe blanche simple, elle avait tenu à garder ses cheveux relevés, « C'est comme ça que je suis », avait-elle dit, et Gabriel n'avait pas cherché à la convaincre autrement. Elle était exactement elle-même. C'était précisément ce qu'il aimait. Rose était née 7 mois plus tard, un matin de printemps, dans la lumière dorée qui entrait par les fenêtres de la villa. Gabriel était là, vraiment là, présent dans chaque sens du terme. Ce fut la première fois depuis longtemps qu'il fut dans une pièce sans penser à ce qu'il aurait dû faire d'autre. Manon avait comparu devant le tribunal correctionnel en janvier. Les enregistrements avaient constitué la pièce centrale du dossier. Elle avait écopé d'une mise à l'épreuve de 18 mois et d'une obligation de suivi psychologique, une décision que Gabriel n'avait pas cherché à influencer dans un sens ou dans l'autre. Il avait transmis les preuves. La justice avait fait son travail. Ce chapitre était fermé. Il n'avait plus pensé à elle, sauf une fois le jour où Emma était venue lui montrer un dessin. Elle avait représenté la famille dans le jardin, Gabriel, Chloé, Rose, Léa, elle-même, Inès. Le soleil en haut à droite, comme dans tous les dessins d'enfants. Et le chêne au centre, grand et solide, avec toutes leurs silhouettes réunies dessous. Il avait regardé le dessin longuement. Il avait demandé, qui a dessiné cet arbre? Emma avait dit, c'est Chloé. Elle est au milieu parce qu'elle tient tout. Gabriel avait encadré le dessin. Il était accroché dans le salon, entre 2 fenêtres, là où la lumière du matin l'atteignait en premier. L'histoire de Gabriel et Chloé et les caméras, les archives, la vérité que personne n'avait cherché à rendre publique mais qui avait circulé malgré tout, par les avocats, par les associations, par les réseaux de protection de l'enfance avait eu des conséquences qu'il n'avait pas anticipées. Un journaliste avait contacté Gabriel 6 mois après le procès. Gabriel avait refusé l'interview mais avait accepté de témoigner anonymement dans le cadre d'un rapport sur les violences exercées sur les employés de maison et sur les enfants dans les foyers recomposés. Ce rapport, publié au printemps, avait été lu par plus de 200 000 personnes en 3 semaines. Il avait conduit à la création d'une ligne d'écoute dédiée aux employés de maison victimes de fausses accusations, une ligne qui avait reçu 470 appels dans ses 3 premiers mois d'existence. Il avait aussi contribué à l'ouverture de 17 procédures pour maltraitance sur enfants dans des foyers où des signalements avaient été ignorés ou mal instruits. Gabriel avait financé la ligne d'écoute. Discrètement, sans nom sur la plaquette. C'était la façon qu'il avait trouvé de faire quelque chose d'utile avec ce qu'il avait traversé. Dans le jardin, Rose bougea légèrement dans les bras de Chloé, ce mouvement des nourrissons endormis, ce réajustement inconscient vers la chaleur. Chloé baissa les yeux sur elle et dit quelque chose tout bas, quelque chose que Gabriel n'entendit pas depuis la terrasse mais dont il vit l'effet. La petite se stabilisa, ses poings serrés se détendirent légèrement. Léa s'approcha du banc et s'assit à côté de Chloé. Elle regarda le bébé en silence un moment, puis elle dit quelque chose. Chloé lui répondit. Elles restèrent ainsi, côte à côte, regardant Rose dormir, la même qualité de silence qu'elles avaient partagé des mois plus tôt devant un carnet de dessin dans le jardin d'hiver. Emma et Inès continuaient à courir. Le lapin usé observait depuis le banc. Gabriel prit son téléphone. L'alluma. Le regarda une seconde. Il envoya un message à son associé pour annuler la réunion du lendemain matin. Puis il posa le téléphone, se leva de sa chaise, et descendit dans le jardin. Chloé leva les yeux quand elle l'entendit approcher. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de dire quelque chose, ils avaient appris, au fil des mois, à habiter le même espace sans le remplir de mots inutiles. Il s'assit à côté d'elle sur le banc. Rose dormait entre eux, petit paquet chaud et confiant, le visage tourné vers le soleil. « Elle a dormi longtemps ?» demanda-t-il. « 1 heure, dit Chloé. Tu aurais dû me la donner. Tu avais du travail. Elle était bien, dit Chloé. Et le travail attendait. Gabriel regarda sa femme. Il vit le blanc de son tablier dans le soleil de l'après-midi, elle le portait encore, par habitude, par attachement peut-être à ce qu'elle avait été quand tout avait commencé. Il ne lui avait jamais demandé de l'enlever. Ce tablier blanc était une partie d'elle. Ce qu'il représentait, le travail quotidien, la présence concrète, la dignité de s'occuper des autres n'avait rien dont il fallait se défaire. Léa prit Rose des bras de Chloé avec une précision d'aînée et les 2 mains sous la nuque, le regard concentré et la tint contre elle avec une fierté tranquille. Rose ne se réveilla pas. Emma s'arrêta de courir, essoufflée, et vint s'appuyer contre l'épaule de Gabriel. « Papa, dit-elle. Tu regardes quoi ? Vous, dit-il. Emma parut trouver ça parfaitement normal.
Elle repartit en courant. Gabriel pensa à la leçon la plus longue à apprendre, celle que ni les caméras, ni les archives, ni les avocats ne lui avaient enseignée directement, mais que cette année entière, image réelle après image réelle, lui avait finalement transmise. Ce n'est pas celui qui surveille qui protège. C'est celui qui est là. C'est celui qui s'assoit sur un banc sous un chêne par un après-midi d'automne et qui regarde ses enfants courir, sans écran entre lui et eux, sans distance, sans angle mort. Ce n'est pas la technologie qui construit une famille. Ce n'est pas l'argent, ni les murs épais d'une villa, ni les systèmes de surveillance à 6 caméras. C'est la présence. Concrète, imparfaite, quotidienne. L'eau donnée le matin. La porte frappée avant d'entrer. La phrase finie ensemble. Les bras ouverts à l'heure où ils sont nécessaires. Chloé le savait depuis le début. Il avait mis du temps à voir ce qu'elle lui montrait. Mais il voyait, maintenant. Mais il voyait, maintenant. Et vraiment voir changeait tout. Pas d'un coup, pas de façon spectaculaire. Pas comme dans les films où un homme se retourne et devient soudainement quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionnait pas comme ça. Ça fonctionnait comme le jardin au printemps, lentement, obstinément, millimètre par millimètre, jusqu'au jour où on lève les yeux et on réalise que tout est vert. Gabriel le comprit vraiment ce soir-là, assis sur le banc sous le chêne, Rose endormie dans les bras de Léa à côté de lui, Chloé à sa gauche, Emma et Inès qui couraient encore en cercle de plus en plus large dans l'herbe du soir. Il comprit qu'il n'avait pas besoin de regarder son téléphone. Ce n'était pas une décision héroïque. Ce n'était pas un effort. C'était simplement que ce qui se passait devant lui était plus réel, plus vivant, plus nécessaire que n'importe quoi qui aurait pu apparaître sur un écran. C'était ça, le changement. Pas les grandes résolutions. Pas les discours intérieurs. Juste ce moment précis où le jardin, les enfants, la femme assise à côté de lui avec son tablier blanc dans le soleil de fin d'après-midi, tout ça devenait plus grand que le reste. Inès s'arrêta de courir sans raison apparente, au milieu de la pelouse, et regarda le ciel. Elle faisait ça parfois aussi mobilisée soudainement, comme si quelque chose d'invisible avait attiré son attention. Gabriel l'avait remarqué depuis quelques mois. Il avait appris à ne pas interrompre ces moments-là. Inès avait sa propre façon d'exister dans le monde, et elle n'avait pas besoin qu'on la précipite. Puis elle se retourna vers le banc, les trouva tous là, son père, Chloé, Léa avec Rose, Emma qui revenait en soufflant, et elle courut vers eux avec cette énergie totale et désordonnée qui lui était particulière. Elle se glissa entre Gabriel et Chloé, prit une main de chacun sans demander, et dit « On reste là encore ?»« Encore un peu, » dit Chloé. « Encore longtemps, » dit Gabriel. Inès parut trouver les deux réponses parfaitement satisfaisantes. Elle leva les yeux vers le chêne et se mit à compter les branches à voix basse. Léa tendit Rose à Gabriel avec la même précision concentrée qu'elle avait mise à la prendre. Gabriel reçut le bébé dans ses bras, ce poids chaud et confiant, cette façon qu'avait Rose de s'ajuster immédiatement contre lui, de chercher la chaleur sans même s'éveiller. Il regarda sa fille. Rose avait les cheveux noirs de Chloé et une fine couche sombre sur le crâne, qui allait dans tous les sens et refusait d'être peignée. Elle avait aussi, selon Emma qui observait tout avec la rigueur d'une scientifique de 7 ans, exactement les mêmes sourcils que papa quand il est concentré. Gabriel n'avait pas cherché à vérifier. Il avait préféré croire Emma. Il tint Rose et il pensa, pas douloureusement, pas avec cette brûlure froide qui avait accompagné ses pensées pendant 2 ans, il pensa à Élise. À ce qu'elle aurait dit en voyant tout ça. Le jardin. Les enfants qui grandissaient. Rose. Chloé. Il pensa qu'elle aurait probablement dit quelque chose de simple et de direct, comme elle disait toujours les choses. Quelque chose comme « Il était temps, Gabriel ». Il sourit sans s'en rendre compte. « Tu souris ?» dit Chloé à côté de lui. « Oui, dit-il. »« À quoi tu penses ?»« À quelqu'un qui serait contente, dit-il. » Chloé comprit sans qu'il ait besoin d'expliquer. Elle hocha la tête doucement et regarda le jardin. Emma s'était allongée dans l'herbe, les bras en croix, sa position préférée, celle qu'elle adoptait depuis qu'elle était petite quand elle voulait réfléchir ou, selon les jours, quand elle voulait faire semblant de réfléchir pour impressionner les autres. Elle ferma les yeux, puis les rouvrit, puis dit au ciel. « Chloé. Quand j'aurai grandi, je veux faire un travail où j'aide les gens. »« C'est bien, » dit Chloé. « Comme toi. » Un silence. « Comme moi, » dit Chloé. « Ou autrement. » Il y a beaucoup de façons d'aider les gens. Laquelle est la meilleure ? demanda Emma.
Chloé réfléchit une seconde, cette réflexion sérieuse qu'elle accordait aux questions des enfants comme si elles méritaient autant d'attention que les questions des adultes, ce qui, Gabrielle en était maintenant convaincue, était parfaitement juste. Celle que tu fais vraiment, dit-elle. Pas celle qui a le meilleur titre. Emma réfléchit à ça, les yeux fixés sur le ciel. D'accord, dit-elle. Mais j'aurai quand même besoin d'un bon titre. Léa soupira avec la patience infinie des aînés. Gabrielle rit un rire vrai, court, qui sortit sans qu'il l'ait décidé. Chloé rit aussi, discrètement, le regard sur le jardin. Le soleil toucha le sommet du mur d'enceinte. Dans quelques minutes il disparaîtrait derrière et le jardin passerait dans cette lumière dorée et horizontale qui précédait le soir, la lumière que Gabrielle avait appris à reconnaître ces derniers mois comme le signal qu'il était temps de rentrer, de préparer le dîner, de continuer la journée ensemble à l'intérieur. Mais pas encore. Encore quelques minutes. Il regarda Chloé. Elle regardait le jardin avec cette attention tranquille qui était sa façon d'être partout présente, observante, sans anxiété. Son tablier blanc avait une tache d'herbe sur le côté gauche, probablement d'Inès qui s'était appuyée contre elle un peu plus tôt. Elle ne semblait pas l'avoir remarqué, ou si elle l'avait remarqué, ça ne l'importait pas. Gabriel pensa à la première fois qu'il l'avait vue sur l'écran de surveillance à genoux dans ce même jardin, les 3 enfants dans les bras, le tablier blanc dans la lumière. Il avait pensé alors, ce n'est pas le monstre que Manon m'a décrit. C'était la pensée la plus juste qu'il ait eue en des mois, et il avait failli l'écarter. Il était content de ne pas l'avoir écarté. Chloé, dit-il. Elle se tourna vers lui. Merci, dit-il. Pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que tu as fait pendant que je ne regardais pas. Chloé le regarda une seconde. Il vit dans ses yeux qu'elle mesurait la phrase pas pour en douter, mais pour décider quoi en faire. Tu regardes maintenant, dit-elle. Oui. Alors c'est assez. Rose bougea dans ses bras, un petit soupir, un réajustement, les poings qui se desserraient lentement dans le sommeil. Gabriel baissa les yeux sur elle. Renaître, pensa-t-il. Le mot lui était venu plusieurs fois ces derniers mois, dans des contextes différents, dans le rapport de l'avocat, dans la bouche du journaliste, dans les commentaires que des inconnus avaient laissés sous l'article anonyme. Une famille qui renaît. Il avait d'abord trouvé le mot excessif. Trop grand. Trop propre pour désigner quelque chose d'aussi imparfait et d'aussi quotidien que ce qu'il vivait. Maintenant il comprenait. Ce n'était pas un mot pour les grandes occasions. C'était un mot pour les petites choses répétées, le café partagé le matin, les lacets refaits 3 fois, les phrases finies ensemble, le banc sous le chêne par un soir d'automne. Renaître ne voulait pas dire recommencer à zéro. Ça voulait dire continuer différemment. Avec plus d'attention. Avec les yeux ouverts. Emma se releva de l'herbe, secoua son pull, et annonça qu'elle avait faim. Inès lâcha les mains de Gabriel et de Chloé et déclara que le lapin avait aussi faim. Léa dit que le lapin ne mangeait pas et Emma dit que si, il mangeait des biscottes, et la discussion qui suivit fut exactement la discussion qu'elle devait être bruyante, sans enjeu, vivante. Gabriel se leva du banc avec Rose contre lui. Il prit la main de Chloé. Ils rentrèrent dans la villa, les 5 enfants devant eux, Rose endormie, Léa sérieuse, Emma débattant encore de la diète du lapin, Inès sautant sur les dalles de la terrasse en évitant les joints, et la porte-fenêtre se referma doucement derrière eux sur le jardin qui s'assombrissait. Le chêne resta seul dans la lumière du soir. Grand. Solide. Exactement à sa place. Le lendemain matin, Gabriel descendit le premier. Il prépara le plateau aux 3 verres de jus d'orange, bien alignés. Il monta au premier étage. Il frappa doucement à la porte d'Inès. Il attendit. La porte s'ouvrit. Inès le regarda, son lapin sous le bras, les cheveux en bataille. Gabriel s'accroupit pour être à sa hauteur exactement comme il avait vu Chloé le faire, des mois plus tôt, sur un petit écran dans un bureau silencieux. « Bonjour, ma puce. » Inès tendit les bras. Il la tint. Vraiment, longuement, jusqu'à ce qu'elle décide elle-même de le lâcher comme Chloé le lui avait dit. Ce n'est pas négociable pour elle. Quand Inès s'écarta enfin, elle prit son verre des 2 mains avec cette gravité cérémonielle qui n'appartenait qu'à elle, but une gorgée, et dit très sérieusement. « Papa. Le lapin veut aussi du jus d'orange. » Gabriel regarda le lapin usé et aimé. « Je lui en apporte un, dit-il. » Inès sourit ce sourire total, sans réserve, qui n'existait que chez les enfants qui se sentent en sécurité.
Gabriel resta accroupi une seconde de plus dans le couloir de la villa, dans la lumière du matin, et il sut simplement, complètement, et qu'il était exactement là où il devait être. Si cette histoire vous a touché au bon moment et si vous avez déjà douté de quelqu'un qui méritait votre confiance, ou si vous avez vu une famille se reconstruire contre toute attente, dites-nous ce que vous avez ressenti dans les commentaires. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que les familles peuvent renaître, que la vérité finit toujours par se voir, et abonnez-vous pour continuer à vivre des histoires qui touchent là où ça compte vraiment.